En moins de 24 heures, l'avertissement brutal de Donald Trump a secoué le Nigeria et mis toute l'Afrique de l'Ouest sur le qui-vive. Face à cette promesse d'intervenir vicieusement pour protéger les chrétiens, plus la menace semble urgente, plus la souveraineté nigériane paraît fragile, comme mise sous tutelle préventive. Au même moment, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose en arrière-plan comme celle d'un dirigeant qui refuse d'échanger l'indépendance de son pays contre des garanties de sécurité conditionnelles. Que révèle vraiment cette séquence éclair? Une protection désintéressée ou le début d'un bras de fer sur le droit des Africains à décider seuls de leur sécurité? Le débat ouvert par l'avertissement américain place désormais le Nigeria devant une promesse implicite, celle d'une sécurité renforcée s'il accepte une coopération étroite avec les puissances occidentales. Mais cette promesse comporte un risque clair pour le pays, un risque que beaucoup perçoivent déjà comme le véritable enjeu: perdre une part de contrôle stratégique au moment même où la région cherche à redéfinir son autonomie. Car l'aide militaire, si précieuse face à Boko Haram ou aux groupes armés du Nord-Est, arrive rarement sans contrepartie, qu'elle soit diplomatique, logistique ou informationnelle. Dans ce contexte, l'idée centrale est simple. Comment obtenir la sécurité sans sacrifier la souveraineté? Et jusqu'où peut-on pousser ce compromis sans altérer l'indépendance politique du pays? Les Nigérians, eux, comprennent que chaque décision prise aujourd'hui influencera non seulement la gestion des menaces actuelles, mais aussi la capacité du pays à négocier demain avec des partenaires étrangers. Entre stabilité immédiate et liberté durable, le choix ressemble moins à une alternative confortable qu'à une équation délicate où chaque erreur pourrait coûter cher. Le premier révélateur apparaît dès les réactions initiales, en moins de 24 heures. L'avertissement américain a fait le tour de plus de 200 médias internationaux, plaçant le Nigeria au centre d'une pression diplomatique soudaine. Ce volume exceptionnel montre que la crise n'est pas seulement sécuritaire, mais qu'elle touche directement aux rapports de force mondiaux. Dans cette agitation, la posture d'Ibrahim Traoré devient un repère inattendu. Sa ligne de conduite: refuser toute aide conditionnée qui transforme la souveraineté en monnaie d'échange, éclaire le dilemme auquel se heurte aujourd'hui le Nigeria. Car derrière les discours officiels, une tension plus profonde se manifeste. Comment naviguer entre une menace terroriste réelle et le risque d'être entraîné dans une dynamique de dépendance stratégique? Le pays se trouve à la croisée de pressions multiples. D'un côté, des voix gouvernementales voient dans la coopération occidentale l'occasion d'obtenir des équipements, du renseignement et un soutien logistique essentiel pour contenir les groupes armés du Nord-Est. De l'autre, une génération de jeunes, influencés par les discours souverainistes venus du Sahel, s'inquiète d'un glissement invisible vers une perte d'autonomie, rappelant les précédents du Mali ou de la Libye. La déclaration américaine exacerbe ces lignes de fracture. Le président Tinubu, pragmatique, doit composer avec des partenaires étrangers insistants, une opinion publique inquiète et une région où les équilibres changent rapidement. Les pressions diplomatiques s'accumulent, tandis que les rues de Lagos, Abuja et Kano voient apparaître des manifestations qui dénoncent ce qui est perçu comme un retour à des logiques néocoloniales. Simultanément, au sein de la CEDEAO, les discussions s'orientent vers l'idée d'une force régionale autonome, capable de réduire la dépendance extérieure. Cette dynamique trouve un écho particulier dans les initiatives du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dont la coopération renforcée projette l'image d'un bloc sahélien cherchant à s'émanciper. Au final, le Nigeria comprend que la question n'est plus seulement celle de répondre à une alerte américaine, mais de savoir quel rôle il veut jouer dans la redéfinition de l'ordre ouest-africain. Pour comprendre comment cette crise influence déjà le paysage ouest-africain, il faut observer ceux qui, par leur trajectoire ou leurs décisions, servent de guide indirect au Nigeria. Parmi eux, Ibrahim Traoré joue un rôle central
non pas en tant qu'acteur direct du dossier nigérian, mais comme incarnation d'une ligne politique qui refuse tout compromis sur la souveraineté. Son positionnement a créé un précédent. Il montre qu'un État du Sahel peut sécuriser son territoire tout en rejetant les accords imposant des concessions stratégiques. Deux cas récents illustrent l'effet de ce modèle sur le débat nigérian. Le premier est celui des jeunes militants de Lagos, qui, inspirés par la fermeté affichée au Burkina Faso, organisent des rassemblements pour réclamer une coopération régionale plutôt qu'un alignement occidental. Ces mobilisations, encore modestes mais de plus en plus structurées, rappellent que la question de la souveraineté n'est plus théorique. Elle touche directement la perception que les citoyens ont de leur futur. Le second cas est celui des discussions internes à la CEDEAO, où plusieurs diplomates reconnaissent que la position adoptée par les pays sahéliens influence la manière dont les États membres envisagent leur partenariat extérieur. L'idée d'une sécurité produite localement avance plus rapidement qu'auparavant, et le Nigeria doit désormais composer avec un environnement où les attentes régionales évoluent. Dans ces deux situations, l'ombre d'Ibrahim Traoré n'est jamais loin. Son discours, repris par de nombreux acteurs sociaux, devient un filtre à travers lequel les Nigérians évaluent sur les risques et les promesses des alliances internationales. Et la question essentielle se pose déjà pour les décideurs. Comment répondre aux menaces immédiates sans répéter les erreurs qui, ailleurs, ont transformé l'aide extérieure en dépendance durable? L'alerte américaine agit comme un déclencheur. Le discours de Donald Trump circule vite. Les chaînes d'information saturent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le Nigeria entre dans un état de vigilance inhabituel. Le gouvernement réunit ses conseillers. Les premières analyses tombent. Le ton est grave. L'intervention évoquée semble imminente. Les services de sécurité demandent des précisions. Rien n'est clair. Le pays retient son souffle. La phase de montée en tension commence. Les diplomates américains contactent Abuja. Les demandes affluent. On parle de coopération renforcée. On parle de bases militaires. On parle de partage de données sensibles. Tinubu écoute. Tinubu calcule. Tinubu hésite. Les ministres tentent d'évaluer les risques. Les groupes armés se déplacent dans le nord-est. Les forces locales réclament du matériel. Les ONG alertent sur les civils. Les partenaires européens observent. Personne ne veut être en retard sur un dossier stratégique. Les pressions convergent. Les rues réagissent. Lagos se remplit de pancartes. Abuja répond. Kano suit. Les slogans dénoncent qu'une mainmise. Les journalistes couvrent les rassemblements. Les radios locales débattent. Les étudiants s'organisent. Les jeunes exigent une ligne claire. Ils refusent un nouveau cycle de dépendance. Ils montrent des portraits d'Ibrahim Traoré. Ils citent ses discours. Ils y voient une alternative. La contestation gagne du terrain. Les chancelleries de la région s'activent. Le Bénin interroge ses alliances. Le Ghana temporise. Le Niger surveille. Le Mali soutient une option plus autonome. Le Burkina Faso suit sa trajectoire souverainiste. Les capitales africaines appellent à la prudence. Les organisations régionales multiplient les réunions. La CEDEAO évoque une force indépendante. Les divergences apparaissent. Le Nigeria doit trancher. Le bloc régional retient son souffle. La crise entre dans son point culminant. Les États-Unis insistent. Ils proposent un accord d'assistance massif. Les chiffres impressionnent. Les équipements promis séduisent. Les drones, les formations, le renseignement. Tout semble crucial. Mais les conditions sont lourdes. Les conseillers de Tinubu tentent de négocier. Les Américains restent fermes. Le risque de perdre une part d'autonomie devient tangible. Les ministères se divisent. Les militaires expriment leurs doutes. Les économistes avertissent du coût diplomatique. Les manifestants deviennent plus nombreux. Les tensions internes augmentent. Le débat public explose. Les éditorialistes se mobilisent. Les opposants s'organisent. Les soutiens du gouvernement demandent de la prudence. Les souverainistes redoublent d'efforts. Les exemples du Sahel reviennent sans cesse.
On évoque le Mali, on évoque le Burkina Faso, on évoque la Libye. Les erreurs passées hantent les échanges. Le poids de la décision devient écrasant. Le président doit répondre. L'attente devient insoutenable. Puis vient le moment de bascule. Tinubu annonce qu'aucune décision ne sera prise sans garantie complète. Le gouvernement exige la transparence. Les négociations se figent. Les partenaires étrangers réagissent avec froideur. Les marchés tremblent. Le naira glisse. Les investisseurs se retirent temporairement. Les observateurs internationaux tentent d'interpréter ce tournant. Le Nigeria comprend que chaque geste comptera désormais. La région se restructure autour de cette hésitation. La séquence laisse un sillage profond. Le scénario n'est plus celui d'une simple alerte. Il devient un révélateur. Il montre les failles, il montre les ambitions, il montre les dangers, il montre aussi les possibilités d'un repositionnement. Le pays entre dans une nouvelle phase. Rien ne sera plus comme avant. Le premier indicateur apparaît clairement. Entre 2018 et 2020, les attaques de Boko Haram ont diminué de 23%, un recul associé aux équipements et formations fournis par les partenaires occidentaux. Ce chiffre montre que l'aide extérieure produit des effets mesurables et que, dans un contexte d'urgence sécuritaire, ces résultats peuvent plus peser lourd dans la balance. Pour de nombreux responsables nigérians, cette variation représente donc une preuve tangible qu'une coopération internationale, bien encadrée, peut réduire la pression terroriste à court terme. Mais un second indicateur vient nuancer cette lecture. Dans les jours qui suivent l'avertissement américain, le naira perd environ 8% de sa valeur face aux principales monnaies, une baisse brutale qui reflète l'inquiétude des marchés. Cette chute suggère qu'un alignement trop visible avec une puissance extérieure peut provoquer une instabilité financière immédiate. Les investisseurs redoutent les sanctions potentielles, les blocages diplomatiques et l'incertitude politique qui accompagnent toute dépendance stratégique. Ainsi, ce mouvement du naira devient plus qu'un signal financier. Il décrit le coût réel d'un choix géopolitique. Un troisième indicateur complète le tableau. Plus de 200 médias internationaux ont relayé l'alerte américaine en moins de 24 heures. Propulsant le Nigeria au cœur du débat mondial. Ce volume médiatique massif révèle non seulement l'intensité de la pression extérieure, mais aussi la façon dont la perception internationale influence les marges de manœuvre d'un gouvernement. Quand une crise devient globale, chaque décision est scrutée, interprétée, amplifiée. Le pays se retrouve placé dans un espace où l'opinion internationale agit comme un multiplicateur de contraintes. Ces trois chiffres, mis côte à côte, forment une matrice de lecture essentielle. Le premier montre que l'aide extérieure apporte des bénéfices opérationnels. Le deuxième expose les risques économiques immédiats d'un alignement trop marqué. Le troisième illustre la rapidité avec laquelle le Nigeria peut devenir un terrain de compétition géopolitique. Chaque indicateur, pris séparément, peut sembler limité. Mis ensemble, il dessine un dilemme impossible à ignorer. Comment maintenir la souveraineté tout en évitant l'effondrement sécuritaire ou économique? C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens pour une partie de l'opinion publique. Son insistance sur la nécessité d'un contrôle strict des partenariats extérieurs devient un prisme à travers lequel les Nigérians interprètent ces données. Pour certains, les résultats sécuritaires passés prouvent que le Nigeria ne peut pas se permettre de rejeter toute aide internationale. Pour d'autres, les turbulences monétaires et la médiatisation instantanée indiquent que la dépendance comporte un prix politique trop lourd. Face à ces chiffres, les décideurs nigérians doivent arbitrer entre efficacité opérationnelle et autonomie stratégique. La baisse des attaques témoigne d'un gain réel, mais elle ne garantit pas une indépendance durable. La chute du naira signale un coût invisible, mais elle ne condamne pas nécessairement toute coopération extérieure. La médiatisation fulgurante expose une vulnérabilité diplomatique,
mais elle peut aussi servir d'effet de levier si le pays choisit une voie plus autonome. Au final, ces données ne désignent pas une solution simple. Elles fonctionnent comme un tableau de bord qui avertit, nuance et oblige à la vigilance. Le Nigeria doit maintenant comprendre comment utiliser ces indicateurs, non pour subir la pression, mais pour construire un cadre de décision capable de protéger sa souveraineté sans ignorer la réalité des menaces. Deux visions puissantes s'affrontent aujourd'hui au Nigeria, et chacune possède ses arguments solides. La première soutient qu'un partenariat étroit avec les puissances occidentales représente l'option la plus pragmatique. Ses défenseurs rappellent que les précédentes coopérations ont permis d'obtenir un soutien logistique crucial, une meilleure capacité de surveillance et une réduction sensible des attaques terroristes. Pour eux, la sécurité est une priorité absolue, et il serait irresponsable de se priver d'alliés capables d'apporter équipement, renseignements et expertise. Ils soulignent également que l'économie nigériane, lourdement dépendante des investissements étrangers, ne peut se permettre d'envoyer un signal d'hostilité à ceux qui financent ces secteurs stratégiques. En face, les souverainistes avancent une logique tout aussi cohérente. Ils affirment que chaque intervention étrangère s'accompagne d'une perte d'autonomie, souvent invisible au départ, mais toujours coûteuse à long terme. Ils rappellent que les promesses d'aide s'accompagnent de clauses implicites, de contrôles discrets sur les décisions nationales ou de concessions stratégiques qui limitent la liberté d'action du pays. Pour eux, les exemples du Sahel sont éclairants. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont montré que la souveraineté n'est jamais garantie lorsqu'une puissance extérieure devient indispensable à la sécurité intérieure. Les partisans de cette ligne voient aussi dans les prises de position d'Ibrahim Traoré une confirmation que l'indépendance doit primer, même si le chemin est plus risqué. Le débat semble clos, tant les arguments paraissent irréconciliables. Pourtant, une synthèse existe. Elle reconnaît que le Nigeria ne peut ignorer ni les menaces sécuritaires, ni le danger d'une dépendance prolongée. La véritable réponse n'est pas de choisir un camp, mais de construire un cadre de coopération transparent, réversible et fondé sur des conditions strictes. Il s'agirait d'accepter l'aide internationale là où elle est indispensable, tout en renforçant simultanément les capacités internes, les alliances régionales et les mécanismes de contrôle souverain. Cette approche exige du courage géopolitique, mais elle permet au pays d'éviter les deux extrêmes, l'isolement imprudent et la dépendance irréversible. Au moment où les négociations entre Abuja et Washington semblaient figées, un élément discret mais déterminant apparaît. Plusieurs conseillers sécuritaires reconnaissent que l'option régionale, longtemps jugée secondaire, commence à gagner du terrain au sein même du gouvernement. Cette évolution, passée presque inaperçue dans le flot d'informations, rebat les cartes. Elle montre que la résistance interne à une dépendance excessive n'est plus marginale, mais qu'elle s'organise, s'affirme et influence les calculs politiques. Dans ce glissement progressif, la référence à Ibrahim Traoré n'est plus seulement un symbole médiatique brandi par les jeunes manifestants. Elle devient un marqueur stratégique, un rappel constant qu'un pays peut maintenir son autonomie tout en répondant à des menaces réelles. Les conseillers de Tinubu observent désormais que les alliances sahéliennes, bien qu'imparfaites, proposent un modèle où la souveraineté n'est pas négociée au profit d'accords déséquilibrés. Ce moment de bascule est crucial. Pour la première fois depuis l'avertissement américain, le Nigeria semble envisager qu'une troisième voie est possible, ni alignement total, ni rupture brutale. Une voie où la sécurité ne serait plus synonyme de concession tacite, mais d'un choix assumé, construit sur des partenariats que le pays maîtrise vraiment. Les conséquences de cette crise géopolitique se manifestent déjà dans 4 dimensions majeures qui redéfinissent le présent et l'avenir du Nigeria. Dans la dimension sécuritaire, la pression extérieure agit comme un catalyseur sur les forces armées nigérianes. D'un côté, elle constate que le soutien occidental peut apporter un avantage opérationnel rapide contre Boko Haram et les groupes dissidents du Nord-Est. De l'autre, elles savent que toute dépendance prolongée
réduit la capacité de planifier une stratégie autonome. Cette tension interne pousse les commandements à revoir leurs priorités, renforcer les capacités locales, améliorer le renseignement domestique et envisager davantage de coopération régionale. L'ombre d'Ibrahim Traoré influence ce raisonnement, rappelant qu'un pays peut affronter des menaces tout en maintenant un contrôle strict de ses alliances. Dans la dimension économique, l'instabilité générée par l'alerte américaine fragilise l'économie nigériane. La chute du Naira, la suspension temporaire de certains investissements dans le secteur pétrolier et les inquiétudes des marchés témoignent de la sensibilité du pays aux signaux géopolitiques. Cette vulnérabilité oblige le gouvernement à repenser sa diversification économique. Les projets d'infrastructure, les partenariats énergétiques et les programmes sociaux ressentent immédiatement les effets de cette incertitude. Dans ce contexte, l'idée d'un ancrage économique intra-africain gagne en pertinence. Renforcer les échanges avec le Sahel, développer des corridors commerciaux régionaux et réduire la dépendance aux partenaires extérieurs deviennent des options crédibles. Dans la dimension sociale, les manifestations observées dans Lagos, Abuja et Kano révèlent une fracture générationnelle. Les jeunes, influencés par les discours panafricains et les exemples sahéliens, considèrent la souveraineté comme un droit fondamental. Pour eux, la sécurité ne peut justifier un retour à des modèles de tutelle étrangère. Ce mouvement, encore dispersé mais très dynamique, redéfinit la perception du pouvoir politique. Les mobilisations étudiantes, les échanges sur les réseaux sociaux et l'apparition de nouveaux collectifs souverainistes indiquent que la société civile joue désormais un rôle direct dans la formation des choix stratégiques du pays. La figure d'Ibrahim Traoré fonctionne ici comme un stimulant idéologique, pour ce qui est de la dimension régionale et géopolitique. L'attitude du Nigeria reconfigure les équilibres ouest-africains. Si le pays s'aligne sur une coopération régionale renforcée, les initiatives de la CEDEAO et de l'Alliance du Sahel pourraient s'accélérer, créant un bloc plus autonome face aux pressions extérieures. À l'inverse, un rapprochement trop marqué avec les puissances occidentales pourrait creuser les divisions entre États membres, polariser les alliances et affaiblir l'idée d'une sécurité collective africaine. Le repositionnement du Nigeria devient ainsi un test pour l'avenir de la région. Sera-t-elle capable de bâtir une autonomie stratégique ou restera-t-elle un terrain de compétition entre acteurs globaux? En définitive, ces 4 dimensions montrent que la crise actuelle dépasse largement une simple réaction à un avertissement américain. Elle questionne la manière dont le Nigeria se perçoit, s'organise et se projette dans une région en pleine recomposition. Au cours des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le Nigeria. Chacune repose sur les choix géopolitiques actuels du pays et sur la manière dont Abuja décidera d'arbitrer entre sécurité immédiate et souveraineté durable. Dans le scénario de base, la coopération sous conditions est envisagée. Dans cette configuration, le Nigeria accepte une collaboration avec les puissances occidentales, mais en imposant un ensemble de garanties destinées à préserver une autonomie minimale. Les accords seraient révisés, les clauses sensibles surveillées et la présence étrangère strictement limitée à des objectifs sécuritaires. Ce scénario offre une stabilisation modérée de la situation, une baisse progressive des tensions internes et un retour partiel de la confiance économique. Cependant, le risque demeure que ces engagements créent une dépendance implicite, difficile à renverser à long terme. Le pays gagne en efficacité, mais perd une partie de sa marge de manœuvre stratégique. Dans un scénario plus optimiste, l'axe régional autonomisé prend forme. Dans cette trajectoire, le Nigeria s'engage résolument avec ses partenaires ouest-africains, notamment dans les initiatives de sécurité et de coopération économique portées par la région. Ce choix accélère les projets de force collective, renforce la capacité d'action locale et permet une circulation plus robuste des ressources entre États.
La population, déjà sensible aux idées souverainistes, soutient majoritairement cette orientation. Le pays consolide son leadership tout en développant des partenariats équilibrés avec le reste du monde. L'économie diversifiée absorbe mieux les chocs et l'État gagne en légitimité auprès d'une jeunesse exigeant une indépendance assumée. Dans un scénario pessimiste, la rupture et l'isolement dominent. Ici, le Nigeria rejette toute forme de coopération extérieure. Cette décision entraîne un retrait brutal des investisseurs, une pression accrue sur le Naira et une fragilité institutionnelle grandissante. Les groupes armés profitent des faiblesses de l'État, les tensions internes s'intensifient et les partenaires régionaux hésitent à s'aligner sur une voie jugée trop risquée. Ce scénario n'offre ni sécurité durable ni autonomie réelle et pourrait plonger le pays dans une instabilité prolongée. Recommandations de réflexion. Pour éviter les excès de chaque option, une approche hybride s'impose. Analyser chaque partenariat à travers une question simple mais décisive. Renforce-t-il ou affaiblit-il la capacité du Nigeria à décider seul dans 10 ans? Adopter ce prisme permettra au pays d'éviter les choix impulsifs et de construire une souveraineté solide sans ignorer les besoins immédiats. La crise qui traverse aujourd'hui le Nigeria n'est pas seulement une affaire d'accords sécuritaires ou de rapports de force internationaux. Elle touche directement les citoyens et particulièrement 3 groupes dont les attentes, les inquiétudes et les espoirs façonnent déjà la suite des événements. En ce qui concerne le groupe A, la jeunesse urbaine. Les jeunes de Lagos, Abuja ou Ibadan ressentent intensément les conséquences des choix géopolitiques du pays. Pour eux, la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une condition essentielle pour espérer un avenir où les décisions politiques ne seront plus dictées par des intérêts extérieurs. Ils suivent attentivement les débats, s'expriment sur les réseaux sociaux et construisent donc des communautés engagées. Leur implication croissante pèse de plus en plus dans l'opinion publique. Une première piste d'action pour eux consiste à poursuivre l'organisation de forums civiques où l'information est débattue et vérifiée avant d'être relayée. Pour ce qui était du groupe B, les classes moyennes confrontées à l'instabilité économique. Pour les travailleurs, entrepreneurs et professionnels des grandes villes, l'enjeu principal est la stabilité. La dépréciation du Naira, les hésitations des investisseurs et les tensions régionales fragilisent leur quotidien. Ils comprennent qu'un choix stratégique mal calibré peut rapidement affecter les prix, l'emploi et les projets familiaux. Leur rôle essentiel est de demander plus de transparence dans les accords internationaux, afin d'éviter que les décisions gouvernementales ne menacent leur sécurité financière. En ce qui concerne le groupe C, les communautés des régions du Nord, pour celles qui vivent au contact direct des groupes armés, la priorité reste la sécurité immédiate. Elles observent avec prudence les débats sur la souveraineté, sachant que toute décision doit d'abord renforcer leur protection. Elles peuvent jouer un rôle clé en exprimant leurs besoins réels au-delà des discours partisans qui circulent dans la capitale. En fin de compte, chacun de ces groupes contribue à définir le futur du pays, et leurs voix réunies peuvent influencer les décisions à un moment où chaque choix compte. Pour sortir de l'impasse actuelle, le Nigeria doit adopter une stratégie structurée et mesurable, capable de renforcer sa souveraineté tout en répondant aux urgences sécuritaires. L'exemple porté par Ibrahim Traoré, qui insiste sur la maîtrise des partenariats extérieurs, offre un repère utile pour concevoir une méthode claire. Pour commencer, il s'agit de sécuriser la décision politique. Qui? La présidence et le Conseil national de sécurité. Quand? Immédiatement. Action? Réviser chaque accord international en établissant une liste de clauses non négociables liées à la souveraineté. Mesure IG, un tableau public des conditions acceptées ou refusées, mis à jour régulièrement. Ensuite, il est proposé de renforcer les capacités internes. Qui? Ministère de la Défense et agences de renseignement.
Quand? Dans les 3 à 6 prochains mois. Action? Augmenter la formation locale, moderniser l'équipement. Essentiel. Et réduire la dépendance aux renseignements étrangers. Mesure? Pourcentage d'opérations menées sans appui extérieur direct. Une autre étape consiste à consolider la coopération régionale. Qui? Ministère des Affaires étrangères et CEDEAO. Quand? Sur 12 mois. Action? Développer des programmes conjoints avec les pays sahéliens, notamment en matière de surveillance des frontières et d'échange d'informations. Mesure: nombre d'opérations régionales coordonnées et taux de réduction des incidents transfrontaliers. Il est également nécessaire de stabiliser l'économie intérieure. Qui? Ministère des Finances et Banque centrale. Quand? En continu. Action: diversifier les partenariats économiques, soutenir les secteurs non pétroliers et anticiper les risques de sanctions. Mesure: indicateur trimestriel sur la résilience du NERA et l'attraction des investissements. Enfin, il convient d'impliquer la société civile. Qui? Collectifs citoyens et universités. Quand? Dès maintenant. Action: organiser des consultations publiques sur les choix stratégiques. Mesure: taux de participation et production de recommandations intégrées aux politiques. En suivant ces étapes mesurables, le Nigeria peut construire une souveraineté active, maîtrisée et durable.